C'est bon. Et nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour chers internautes, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez tous? Voilà, bonjour. Bonjour à chers internautes, bonjour chers amis, bonjour à nos panélistes d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pu participer. Et nous allons parler d'un thème qui concerne. C'est le 5e talk de Shine to Lead. Et je vais rapidement passer la parole à la présidente de Shine to Lead, celle qui a créé Shine to Lead. Elle vous expliquera un peu le concept. Et Madame Naye Batili, je vous passe la parole. Corinne, merci. Merci à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un très grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui autour d'un thème qui est absolument essentiel, qui est celui de la santé et de l'hygiène des jeunes filles. Nous avons vraiment des panélistes de très haut niveau, tous spécialistes dans leurs domaines divers sur ce sujet-là, qui vont pendant 1 heure nous entretenir sur ce sujet essentiel. Alors moi, je suis donc Naye Batili. Nous avons fondatrice de Shine to Lead, qui a été une initiative pour les jeunes filles que nous avons lancée il y a environ 2 ans. Shine to Lead, c'est vraiment un accompagnement personnalisé des jeunes filles de la seconde à la terminale. Nous accompagnons des jeunes filles. Nous avons commencé par les jeunes filles dans la banlieue, des jeunes filles qui sont défavorisées mais à très haut potentiel. Et notre but est vraiment qu'elles restent à l'école et qu'elles réussissent. Parce que pour nous, c'est plus qu'un engagement. Le Sénégal, l'Afrique tout entière a besoin d'avoir des jeunes filles qui, à l'école, mais aussi qui ensuite s'engagent professionnellement. Et souvent, elles ont le potentiel, mais des contraintes énormes les empêchent vraiment de réussir dans leur vie professionnelle, éducative. Et c'est vraiment notre but à Shine to Lead. C'est un accompagnement sur plusieurs volets. D'abord financier, on accompagne avec la prise en charge des cours, des frais de scolarité, mais c'est bien au-delà de ça. C'est un accompagnement avec un programme de mentorat. Et Corinne, aujourd'hui, le docteur qui est là, et elle-même mentor d'une des lauréates. Nous avons aussi, dans cette période très difficile qui a été la crise du Covid, nous avons accompagné les familles avec une distribution de kits alimentaires, de gel. Nous avons aussi, nous lançons surtout là, et je le dis, vous aurez un peu plus de détails plus tard, nous lançons un programme inédit qui est un programme de cours de vacances pendant tout le mois d'août, où nous allons offrir des cours dans les matières scientifiques, mais aussi des talks inspirants pour les jeunes filles pendant tout un mois. Et la grande innovation de ce programme est que ce sera un programme national. Nous allons sortir de la banlieue dakaroise et toucher vraiment les jeunes filles sur tout le territoire sénégalais. Donc, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la santé des jeunes filles et je vais tout de suite redonner la parole à Corinne qui va présenter nos éminentes, parce que aujourd'hui, le genre est en force, nos éminentes panélistes et sur ce sujet absolument essentiel. Encore une fois, merci à toutes d'être là. Merci à ceux qui nous suivent. C'est la 5e édition des Shine to Lead Talk et c'est vraiment un outil pour nous, une plateforme pour porter très haut le plaidoyer pour l'éducation des femmes et des jeunes filles et leur bien-être. Encore une fois, merci. À plus tard. Merci beaucoup, Madame Naye Batili. Alors, je vais venir vers les panélistes. On a 3 panélistes aujourd'hui. Madame Katifa Also,
Madame Ning et Dr Djenaba. Je vais commencer par Madame Cathy Falso, qui vit à Genève. Donc, elle a pris de... Merci à vous d'avoir participé à ce panel. Actuellement, Madame Cathy Falso est chef d'équipe régionale de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale au Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, contre la tuberculose et contre le paludisme. Elle a grandi au Sénégal, elle a fait ses études supérieures à l'étranger. Elle a toujours travaillé dans le développement et la santé, à Abidjan d'abord, et ensuite, actuellement, elle vit à Genève où elle travaille sur ces programmes-là précisément, de lutte pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Elle travaille aussi dans les financements pour financer les systèmes de santé, pour renforcer les systèmes de santé en Afrique, et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et la deuxième panéliste est Madame Ning. Madame Ning est CEO au niveau de Happy Afrique. Happy Afrique est une entreprise sociale qui fabrique des serviettes hygiéniques des serviettes hygiéniques lavables et on va dire écolo, parce qu'elle permet au moins aux femmes, aux jeunes filles, aux femmes d'être autonomes dans l'utilisation de serviettes hygiéniques lors de leur menstruation. C'est des serviettes hygiéniques réutilisables. Elle œuvre également dans la formation des jeunes filles pour comprendre le cycle menstruel, pour mieux comprendre son corps. Et donc Madame Ning, au-delà de l'entreprise, elle fait énormément de social. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. La troisième panéliste, c'est Dr Djenaba Aboubakri Diop. Elle est docteure en deuxième année de spécialisation, urologie et andrologie à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est une spécialité justement qui est assez, en général, réservée aux hommes, ce que les gens disent. Et elle nous prouve, Dr Djenaba nous prouve que l'urologie et l'andrologie est une spécialité comme toutes les autres spécialités. Et Dr Djenaba a également un site, une page Instagram où elle fait énormément de prévention dans la santé. C'est une actrice sociale en dehors d'être médecin. Elle se bat également pour que les gens comprennent mieux la médecine et elle fait également pas mal de prévention. Donc, vous pouvez la suivre aussi sur sa page Instagram. Alors, nous allons revenir au sujet aujourd'hui qui nous amène toutes, c'est les dispositifs sanitaires d'accompagnement des jeunes filles. Alors, vous savez que les jeunes filles sont confrontées à pas mal de problèmes de santé. Et qui dit problème de santé dit difficulté à aller à l'école. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de ces différents problèmes de santé auxquels les jeunes filles peuvent être confrontées. Et je vais me tourner vers Madame Cathy Fall. Et je vais vous demander, ma première question sera sur les problèmes de santé des jeunes filles. Alors, je voudrais savoir à quels problèmes de santé les jeunes filles aujourd'hui sont confrontées dans les écoles et d'après vous, comment les aider et les surmonter? Merci, Madame Cathy Fall. À vous la parole. Merci, Dr Chania. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette heure d'échange. J'aimerais d'abord commencer vraiment par dire que c'est avec un énorme plaisir que je suis sur cette petite panel. Je pense que santé et hygiène sont des thématiques absolument clés lorsqu'on parle de l'épanouissement, mais également de la réussite scolaire des jeunes filles. Je suis une fervente adepte de la citation « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et je crois que notre réunion d'aujourd'hui ou nos échanges d'aujourd'hui vraiment montrent ces femmes autour de ces jeunes qui veulent aller très loin en les soutenant justement dans leur développement. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai très vite adhéré à la vision de développement et de leadership qui est axée sur les jeunes filles du Sénégal, que Shine to Lead promeut. Et j'aimerais également dire bravo à Naye d'avoir créé cette magnifique initiative. Je pense qu'elle est gage d'un très beau futur pour ces super belles têtes pensantes, parce que moi, j'ai suivi les 4 autres talks et vraiment, les jeunes filles que j'ai vues m'ont séduite. Donc, vraiment, comme je dirais, plein succès. Donc, je suis aujourd'hui avec vous en tant que professionnelle, c'est vrai, dans le domaine du développement et de la santé, mais je suis également maman d'une jeune fille de 21 ans, donc elle a quand même passé l'adolescence, et d'un jeune garçon de 13 ans. Je suis la tata de nombreux neveux et nièces et j'ai été adolescente moi-même il y a 35 ans. Alors, ne vous mettez pas à compter, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore au 3e âge. Alors, j'aimerais commencer par dire que l'épanouissement et la réussite scolaire de nos jeunes filles, c'est vrai, ça passe par l'éducation à la maison,
ça passe par une scolarisation de qualité, mais ça passe également par leur développement sur un socle de bien-être. Le bien-être physique, pour nos jeunes filles, d'être bien dans leur corps, le bien-être mental, qu'elles soient bien dans leur tête, et également être en excellente santé. C'est vraiment un tout. Et pour répondre à votre question, Dr Chania, je ne vais pas avoir la prétention de faire le tour de la question, mais je voudrais quand même évoquer quelques problèmes majeurs qui devraient être la préoccupation, je pense, de tout parent, mais également de tout enseignant et de tout ce système et cet écosystème qui est autour donc, de la jeune fille. Moi, je dirais que le premier problème que l'on voit et qui est un problème, je dirais, depuis la nuit des temps, c'est celui de l'apparition des règles à l'entrée de la puberté. Nous l'avons vécu, nos filles l'ont vécu et les filles de nos filles vont le vivre, comme nos mères l'ont vécu. C'est un phénomène biologique qui peut s'accompagner de douleur ou pas. C'est un phénomène biologique qui peut survenir très tôt, parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes filles de 8-9 ans qui font face à leurs premières règles, ou qui peut en fait survenir très tard. C'est également, je dirais, une véritable source de stress. Je pense que si on essaie de retourner un peu en arrière, je vous poserai la question, combien d'entre nous, dans une cour de récréation, se sont tournés vers la copine et ont dit « Regarde si je ne suis pas attachée ». La terreur de la fuite à l'école. Ça, franchement, je crois que ça ravive des souvenirs et ça nous dit combien cette thématique est encore très, très prominente dans nos conversations. Et là, je suis dans le minima. Énormément de croyances autour de cela, énormément de tabous, énormément de mythes. Et je pense un phénomène pour lequel les mamans ne préparent pas forcément bien ou nécessairement bien leurs filles, par pudeur parfois, par manque d'information ou tout simplement par négligence. Je pense que la question des règles est gérée dans un espèce de silence et de non-dit qui malheureusement après devient un problème pour la jeune fille. Je pense que c'est un problème d'hier qui reste un problème d'aujourd'hui. Et je voudrais juste évoquer un événement qui m'a énormément marqué au mois de septembre 2019. Et je parle de septembre 2019. Quand j'en parle, j'ai vraiment encore, je dirais, les émotions dans la gorge. Au Kenya, dans une école en milieu semi-rural, une jeune fille de 14 ans en classe a été raillée et humiliée par son professeur parce qu'elle s'était tachée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée. Elle s'est pendue. Nous sommes au 21e siècle. Ce ne sont pas des choses que nous devons voir parce que les règles sont un phénomène biologique normal. Et ça, il faut qu'on en parle. J'aimerais également ajouter à cela les données que nous donne l'UNESCO et l'UNICEF. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est vrai, ce sont des données qui datent d'à peu près 4-5 ans, mais qui sont toujours d'actualité. En Afrique, une fille sur 10 rate l'école lorsqu'elle a ses règles. Ça signifie qu'en fait, 20% du temps qu'elles allouent à l'éducation disparaît complètement. Et ça a un impact sur la qualité de l'éducation qu'elles ingèrent. Donc, je pense que là aussi, une grosse attention qu'on devrait apporter en tant que parents, mais également le monde des enseignants. Deuxième problème potentiel que je vois, auxquels les jeunes sont confrontés, sont les infections. Les infections, qu'elles soient urinaires ou qu'elles soient sexuellement transmissibles. Elles peuvent être liées à l'hygiène des règles, elles peuvent être liées à l'utilisation de toilettes où il n'y a pas d'eau courante ou de toilettes insalubres. Elles peuvent être liées au fait qu'on n'utilise même pas les toilettes de toute la journée parce qu'on les trouve insalubres ou parce qu'elles sont partagées avec de jeunes garçons. Donc, un véritable problème. Je dirais également, on parle peu du VIH au Sénégal parce que la prévalence est très basse dans la population générale. Elle est de moins de 1%. Mais on ne peut pas parler des problèmes auxquels les jeunes sont liés sans parler des infections donc sexuellement transmissibles. Et tout simplement, je voudrais noter que c'est important de savoir qu'il y a des infections sexuellement transmissibles, qu'il faut se prémunir du VIH et faire attention aux relations sexuelles précoces et aux relations sexuelles non protégées et précoces. Troisième problème de santé dont je parlerai, c'est celui de la santé mentale. Et on n'en parle pas suffisamment. L'adolescence, c'est vraiment une période où le jeune fait face à une véritable métamorphose. La métamorphose du corps, la métamorphose de l'esprit. Le jeune est anxieux parce que son corps change. Il se jauge par rapport à l'autre. Il est soucieux parce qu'il ne ressemble pas à l'autre ou il ne ressemble plus à l'autre. Il est tourmenté par le harcèlement, et ça, c'est de nouveaux phénomènes que nous voyons, que ce soit le harcèlement de façon directe ou le cyberharcèlement qui est devenu, je dirais, une pléthore.
et ils peuvent en devenir très déprimés, voire dépressifs. Alors là-dessus aussi, vraiment avoir les œillères ouvertes, parce que je pense que ce sont des phénomènes qu'on n'a pas eu à gérer dans le passé et qu'il va falloir qu'on gère de plus en plus et qu'on prévienne aujourd'hui et dans le futur. Qui parle d'adolescence parle de nutrition. La malnutrition n'est pas juste un phénomène ou un risque pour les nourrissons et pour les enfants. Hein, un adolescent qui est mal nourri, sous-nourri, en surnutrition, eh bien, je pense que la conséquence sur son bien-être est énorme, que ce soit son bien-être physique ou corporel. Et ce qu'on voit très souvent chez nos jeunes filles, c'est des risques d'anémie, des risques d'obésité parfois, peut-être pas au Sénégal, je pense qu'on a de jeunes gazelles, mais en tout cas ailleurs dans le monde, des problèmes de croissance, voire de bon fonctionnement des cerveaux, tout simplement parce qu'il y a des vitamines que ces jeunes n'ont pas. Et on sait que tout adolescent a besoin non seulement de macronutriments, hein, on parle donc là des protéines, des lipides, des glucides qui nous permettent d'avoir de l'énergie, même nous en tant qu'adultes, mais également des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et je dirais, pour revenir à la question des menstrues, on perd énormément de sang dans cette période et l'importance du fer dans cette période est primordiale. Alors, je pense que je vais évoquer un dernier problème qui pour moi est également important, peut-être pas lorsque je regarde l'environnement Shine to Lead, mais au-delà de Shine to Lead, pour toutes ces jeunes filles dans nos communautés, je pense qu'il est important de réaliser que 20% des filles adolescentes entre 15 et 19 ans sont dans un mariage. Alors, je ne saurais passer sous silence les grossesses précoces et les pratiques d'avortement illicites, justement, parce qu'elles sont tellement jeunes et confrontées à quelque chose de nouveau. Oui, elles tombent enceintes et après, elles ont des complications peut-être qui ont déjà même pris naissance dans le passé au moment de la puberté, ou encore, elles se retrouvent confrontées à une grossesse, elles veulent l'enlever et dans ces cas-là, vont toujours recourir peut-être à un réseau qui n'est pas un réseau licite. Donc, je pense que Dr Diop et Mme Ning reviendront sur certains de ces thèmes de manière beaucoup plus approfondie, mais je voulais vraiment soulever ces 6 problèmes que je pense être des problèmes majeurs. Alors, quoi faire pour aider, Dr Tchania? Moi, je crois qu'on a un grand rôle en tant que parents à jouer dans la santé de nos jeunes filles, un grand rôle en termes de préparation, un grand rôle en termes de gestion d'une meilleure santé. J'évoquais en début de semaine avec certains d'entre vous que la première fois que j'ai eu mes règles, c'était une surprise pour moi. Ma mère ne m'en avait pas parlé. Je pensais que c'était la fin de ma vie parce que tout à coup, j'étais inondée de sang. Eh bien, ce n'était pas le cas. Mais bon, je crois que là, vraiment, la communication, comment préparer nos filles en tant que parents, comment les préparer en tant que mères et comment elles sont préparées même dans le système éducationnel est absolument critique. La deuxième chose, au-delà de la communication, et pour revenir à la communication, je crois qu'aussi, il faut aller autour des questions de santé de la jeune fille sans tabou. On a énormément de tabous dans notre société. Il faut qu'on apprenne à se parler de façon simple, directe et à démystifier en fait certains sujets qui semblent être des sujets, je pense, depuis la nuit des temps, qui viennent avec un énorme mythe et beaucoup de mauvaises conceptions ou de préconceptions. Je dirais que la deuxième chose que je vois, c'est l'importance de donner des informations adéquates. Et des informations adéquates, non seulement nous vis-à-vis de nos enfants, mais que nos enfants également, nos jeunes adolescents et adolescentes, puissent disséminer ces informations-là. Parce que je crois qu'il y a aussi des mythes qui continuent à survivre parce que nous ne les corrigeons pas. Et parce que nous ne demandons pas à chacun de jouer son rôle pour le corriger. Donc là-dessus aussi, l'importance de l'information et de l'information correcte. La troisième chose que je dirais, c'est, moi, j'ai grandi en ayant ce que j'appelle mon village. Hein, des copines qui me soutenaient dans mes moments les plus difficiles. Et je peux aujourd'hui les citer. En tant qu'adultes, elles sont encore là. Et je crois que c'est important que nos jeunes filles tissent également leur village, que ce soit le village au sein de la famille, donc avec les cousines, les tantes, les mères, les grands-mères, mais le village au-delà de la famille. Le village avec ses amis auxquels on a confiance, sur lesquels on peut reposer et qui deviennent un peu ce qu'on appelle nos gardiennes. Et que nos filles deviennent les gardiennes de leurs amis et de leurs sœurs. Mais je dirais également que nos fils deviennent les gardiens de leurs sœurs et de leurs amis IE. Moi, je pense que j'ai opéré un grand changement quand je compare la manière dont mes parents m'ont élevé et la manière dont j'élève mes enfants. Mon fils, j'attends de lui qu'il soit le gardien de ses amis IE et de sa sœur et de ses cousines.
Et je réitère constamment le message. Hier, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses des problèmes de santé des adolescents? Bon, il ne pouvait pas en dire beaucoup. Donc, j'ai vraiment drill down et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses en fait des règles? Si aujourd'hui, tu vois une de tes amies dans la cour de récréation, qu'est-ce que tu lui dirais si elle avait une fuite, une tâche? Il me dit, mais je lui dirais, allez, je t'accompagne aux toilettes, je me mettrai devant et puis tu vas te changer. Bon, j'ai trouvé ça, c'est beau et naïf à la fois. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses des règles véritablement? Et il m'a dit, mais maman, c'est normal. Les filles, elles grandissent, elles ont leurs règles. Donc, on doit en parler de façon normale. Mais ça, c'est l'innocence d'un enfant également qui a grandi dans un environnement très multiculturel. Donc, on doit reconnaître aussi les environnements dans lesquels on est, dans lesquels on agit, pour pouvoir justement influer sur la manière de penser de nos jeunes. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, Dr Tchania. J'ai pris suffisamment de temps pour répondre à cette large question. Oui, mais je pense que Marina et Jaina ont énormément à dire là-dessus. Exactement. Oui, merci beaucoup, Madame Katifal. En fait, je me disais que vous avez parlé des règles, mais je me disais comment surmonter. Vous avez parlé aussi du problème de santé, la santé mentale des adolescentes. J'avais juste une petite question là-dessus. Comment vous pensez qu'on pourrait aider, soutenir les jeunes filles qui ont justement on va dire des troubles mentaux ou bien qui sont victimes aussi parfois elles sont victimes de violences parce que c'est un problème de santé dont on ne parle pas. Elles Tout sont à fait. violences par les parents, par un des parents ou le harcèlement à l'école. Et est-ce que vous avez une idée de comment encadrer ce phénomène, ou bien comment prévenir justement ce phénomène dans les écoles c'est pour les jeunes filles, mais bien sûr, je pense que les jeunes garçons auront se confronter aussi à ça. Et est-ce que vous avez une idée sur ça, cette partie santé mentale? Alors, je pense que là-dessus, bon, il y a énormément de choses à déconstruire au sein de nos sociétés lorsqu'on veut parler de violence. Et ça, je crois que c'est un sujet qui pourrait prendre plus d'1 heure de talk dans le futur. Mais je pense que, comme je disais, au sein de l'école, l'enseignant a un rôle à jouer. Okay. Au sein de l'école, lorsqu'on revient sur le concept d'être le gardien de ses amis, l'élève lui-même a une responsabilité pour flaguer quand il voit ces instances de violence ou ces instances d'harcèlement. Et je pense qu'au sein de la famille, le rôle de la famille, c'est vraiment de doter le jeune, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, je dirais d'une confiance en soi, afin qu'ils apprennent à s'exprimer lorsqu'ils sont confrontés à cela au niveau scolaire. Et je crois que l'administration scolaire a également un énorme rôle à jouer justement pour se porter garant de la sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, des jeunes à l'école. Maintenant, pour revenir sur la question de la violence à la maison, je crois que ça, c'est un énorme sujet à déconstruire. Je pense qu'on voit ça de façon très pervasive, pas seulement au Sénégal, mais dans énormément de pays de la région. Et là-dessus aussi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au sein de la famille qui arrive à s'élever et justement, je dirais, à défendre les intérêts de celui qui est en fait en souffrance en ce qui concerne la violence. Donc, je crois que le silence des femmes n'est plus à l'heure. Il faut qu'on parle un peu plus fort, je dirais beaucoup plus fort, non seulement pour protéger les nôtres, mais pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'un enfant ou un jeune qui aujourd'hui fait face à la violence et donc subit, je dirais, une inférence mentale, ben demain, c'est ton enfant ou ton jeune. Aujourd'hui, c'est ton enfant et ton jeune. Demain, ça sera toi. Donc, il faut vraiment aussi qu'on apprenne, non seulement au sein de la famille restreinte, mais à la famille élargie, à gérer ces problèmes-là de façon extrêmement proactive. Merci. Mais communication. Merci. Et doter nos enfants d'énormément de confiance en soi. Merci beaucoup, Madame Fall, pour votre contribution. Et en fait, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les différents problèmes de santé auxquels les jeunes filles sont confrontées. Bon, la puberté, c'est clair que c'est une étape qui est très difficile dans la vie des femmes. Et je voudrais savoir, Madame Ning, vous m'entendez? Je voudrais parler de la période justement des règles, savoir qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que je sais que vous travaillez en dehors de fabriquer des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Je sais que vous avez également des ateliers de formation. Vous parlez beaucoup aux jeunes filles du cycle menstruel, vous parlez de leur puberté, vous les accompagnez aussi dans ce développement du corps et on va dire même de l'esprit. Et je veux avoir votre avis, Madame Ning, sur comment accompagner. Comment pensez-vous qu'on puisse accompagner les jeunes filles durant la puberté?
Merci et bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Alors, je vais essayer de ne pas reprendre ce qui a été dit avant, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes que je rejoins complètement, qu'a dit Cathy. Moi, j'ai découvert en fabriquant les serviettes hygiéniques, et du coup, il fallait vraiment que je parle avec les femmes et les jeunes filles pour comprendre leurs besoins et leurs problématiques. Et en fait, c'était incroyable. J'ai découvert un océan avec des milliers de questions, de problématiques, d'inquiétudes, de non-dits. Et là, on s'est dit, en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter juste à faire les produits. Il faut qu'on fasse aussi de l'accompagnement pour donner, en plus des produits, les clés pour bien vivre ses règles et puis s'épanouir dans la vie. Et les premiers focus group qu'on a organisés avec les filles, d'abord, j'ai appelé mes nièces ici au Sénégal et j'aurais dit, allez, amenez-moi toutes vos copines et puis on va faire des talks autour des règles parce qu'il faut que je comprenne bien quelles sont les problématiques ici. Et j'avais peur, je me suis dit, moi, je suis là, la blanche, elles ne vont rien vouloir me dire. Et en fait, c'était l'inverse total. C'est-à-dire que dès qu'on a ouvert la porte, dès qu'on a créé l'espace pour parler de ça, mais elles ne s'arrêtaient plus de parler. Moi, j'étais là avec mon cahier, j'essayais de noter. Il y avait tellement de choses, ça partait dans tous les sens. Elles avaient envie de parler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un tabou, c'est vrai, à l'extérieur, mais il y a une vraie volonté d'en savoir plus, il y a une énorme curiosité et un énorme besoin. Donc, on a appris plein de trucs en faisant ça et en discutant avec les filles. C'est vraiment toujours le meilleur moyen de voir comment on peut faire, c'est de partir de leur vrai quotidien. Du coup, on se rend compte que les filles, elles connaissent pas les règles. Je crois que c'est 90% des filles n'ont jamais entendu parler des règles avant de voir leurs règles pour la première fois, au Sénégal, en tout cas. 80% lavent les serviettes hygiéniques jetables avant de les jeter, parce qu'on nous enseigne ici que peut-être on va te marabouter avec ton sang des règles, donc il ne faut surtout pas le laisser traîner, ou alors on ne parle pas de maraboutage, mais c'est plutôt le côté santé. Donc les filles, en fait, elles se cassent la tête à faire disparaître les moindres traces de sang dans les serviettes, et après, elles ne savent pas où les jeter, parce qu'elles ne veulent pas jeter ça dans la poubelle familiale, donc là, on va envelopper dans un sachet, dans un papier, même si possible, on va jeter à l'extérieur de la maison. Donc, il y a vraiment des problématiques autour de ça. Il y a ce qu'on a dit, pas de toilettes dans les établissements scolaires, ou pas d'eau, ou ça ne ferme pas, ou c'est avec les garçons, ou il n'y a pas de poubelle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que les jeunes filles, du coup, ne vont pas à l'école pendant leurs règles. Il y a aussi les douleurs. Il y a beaucoup de douleurs. Et on se rend compte que souvent, les douleurs très fortes sont aussi liées à un stress, en fait. Comme elles stressent parce qu'elles ne connaissent pas et elles ne comprennent pas les règles, en fait, ça renforce la douleur. Parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qu'on ne comprend pas et en plus qui est perçu comme sale, c'est dur, c'est des moqueries. Donc, en fait, ça augmente la douleur. Et ça, les filles, vraiment, vous allez voir que plus vous apprenez à comprendre votre corps, à le connaître, et moins vous aurez mal. C'est pas comme une baguette magique, c'est pas du tic au tac, mais vous allez voir que ça va vraiment améliorer. Donc on voit que il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin de parler, comme on a dit, et il faut qu'elles sachent, les filles, avant l'arrivée de leur première règle, il faut qu'elles sachent ce que c'est. Il faut aussi que les garçons sachent. Et c'est pareil, on dit toujours non, ça c'est un truc de filles. Et en fait, nous, quand on a fait parfois des animations dans les écoles, dans les lycées, souvent je leur dis on va faire un petit quiz à la fin, donc écoutez tous bien. Et puis on insiste pour qu'il y ait et les garçons, et les filles, et les professeurs, et les directeurs. Et à la fin, la dernière fois qu'on a fait ça, sur les 3 gagnants au quiz, il y avait 2 garçons. Ils étaient super fiers. Ils avaient tout compris, ils avaient pris des notes. Il faut se dire que ça, c'est fondamental parce que les garçons vivent entourés de filles, les filles vivent entourées de garçons. Surtout ici, on est dans des grandes maisons familiales et voilà, les garçons vivent avec leur maman, leur sœur, il y a les cousines, il y a la petite amie, il y a leurs enfants. Donc, un garçon qui sait, il va perpétuer forcément quelque chose de différent. Il va accompagner la fille qui va se sentir, elle, moins mal.
Et puis, du coup, ça va l'aider à le vivre bien dans sa vie. Donc, il faut parler aux filles et aux garçons. Ça, c'est hyper important. Même si ici, on est dans une société où on sépare beaucoup garçons et filles, il faut quand même que les deux arrivent à se comprendre. Sinon, il y a eu des études qui ont été faites par Speak Up Africa. Oui. On voit que ça suit ce problème-là de méconnaissance des règles, ça suit jusqu'au mariage, jusqu'à la vie familiale et maritale. Par exemple, ils avaient trouvé que, donc c'était une étude dans la banlieue de Dakar, Peking-Guédiawaye, ils avaient trouvé que 67% des hommes ne savaient pas que les femmes n'ont pas leurs règles pendant la grossesse. Et donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que aussi, ils ne communiquent pas beaucoup, hein, les hommes et les femmes ensemble. Donc, après, comment voulez-vous que les couples soient forts et solides et que les enfants aussi aient des exemples de parents qui se parlent et qui communiquent et qui se comprennent. Donc vraiment, c'est hyper important de créer des espaces de discussion par rapport à ça et d'expliquer aux filles. Il faut que chaque fille sache ce que c'est. Alors, je vais prendre quelques minutes pour montrer les différents types de protection hygiénique. Comme ça, les filles qui nous regardent, eh ben, soit elles vont réviser, soit elles vont apprendre des choses. Et surtout, il faut qu'après, toutes les filles qui regardent aillent en parler à leurs sœurs, à leurs cousines, à leurs nièces, à leurs filles. D'accord ? Donc, on va commencer par peut-être ce qu'on connaît le plus, la serviette hygiénique à jeter, d'accord, qui est souvent dans un emballage en plastique. Il y a plein de marques, c'est ce qu'on achète souvent à la boutique. OK ? Donc, quand ça, on le lave pas, normalement, on n'est pas obligé de le laver. Et surtout, avant utilisation, il faut vérifier qu'elle soit dans un petit sachet bien fermé. Parce que du coup, comme on l'utilise directement, il faut qu'elle soit propre. OK ? Donc, on a un petit paquet et ça, la bande blanche, c'est ça la serviette hygiénique. Donc, souvent, il y a une bande autocollante derrière qui va se mettre au fond du slip. Je vais essayer de vous montrer. Comme ça, tout le monde aura vu au moins une fois. Moi, ce que je trouve catastrophique, c'est quand des filles me disent qu'elles n'ont jamais vu, elles mettent les serviettes à l'envers, personne ne leur a jamais expliqué. OK ? Donc, vous voyez, attendez, on va essayer d'y arriver. Voilà. La serviette, elle est collée dans la culotte. OK ? Et souvent, il y a des marques où il y a des petites ailettes. Donc, on enlève toujours les scotch et les petites ailettes viennent se coller sous la culotte. Tac. Voilà. Et comme ça, la serviette ne bouge pas dans la culotte. Et le sang des règles va être absorbé par ça. Et on change toutes les 3 heures. On change toutes les 3 heures, même s'il n'y a pas beaucoup de sang, c'est important de changer toutes les 3 heures avec des mains propres. Donc ça, c'est la serviette à jeter. Et après, effectivement, on la décolle, on la jette. Donc le mieux, c'est en général de la rouler comme ça. Et si on peut la remettre dans son petit emballage. Voilà, et la jeter. D'accord ? Mais a priori, il n'y a pas vraiment besoin de la laver. Si vous préférez la laver, vous pouvez, mais dans ce cas-là, autant utiliser une serviette lavable. Alors du coup, on va passer à la serviette lavable. Comme ça, vous allez voir. Donc nous, je vous montre les nôtres, mais il n'y a pas que nos serviettes qui existent. Il y a plusieurs marques. Donc nous, on a 4 tailles. OK ? Donc, pour les débuts et les fins de règles, donc là, quand on a un tout petit peu de sang ou les pertes blanches, vous avez les protège-strings ou les protège-slips qui sont très fins. Donc, je vous montre avec ça. Vous avez toujours ce tissu qui est un tissu imperméable et vous avez ce tissu qui est du coton bio qui est un tissu absorbant. Et c'est la même chose. Il y a des petites ailettes. Et alors, ah oui, et je vous montre quand même parce que nous, on aime beaucoup l'empowerment féminin. Donc, sur chaque serviette hygiénique, on met des petites phrases inspirantes pour les filles. Donc, celle-ci, par exemple, c'est « Sois la femme que tu veux être ». On veut vraiment, notre programme sur les règles s'appelle « Changeons les règles » parce qu'on veut changer l'image des femmes sur les règles. C'est pour ça aussi qu'on fait des jolies serviettes parce qu'on veut que ça devienne de l'accessoire féminin. On a toutes nos règles. Vous savez combien de jours dans l'année, dans notre vie? On a plus de 2000 jours de règles dans notre vie. Et personne n'en parle, on fait comme si ça n'existait pas. Souvent, je fais une blague en disant que si c'était les hommes qui avaient leurs règles, là, on en aurait fait un truc de fierté, on comparerait combien on en a chacun, etc. Mais là, c'est les filles, on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas, alors qu'on a toutes nos règles pendant à peu près 40 ans
tous les mois, sauf quand on est enceinte. Donc, ça fait 2000 jours et ça fait, si on dit qu'à peu près 5 protections hygiéniques par jour, eh ben, ça fait pratiquement 10 000 serviettes hygiéniques dans la vie d'une femme. Bon, alors, je vous montre comment ça fait la petite serviette hygiénique lavable. C'est pareil, hein, c'est accroché à la culotte. Et puis, donc, vous avez différentes tailles. Donc, le protège-slip pour les débuts et les fins de règles. Après, vous avez une serviette moyenne qui sert en général la journée et une serviette plus grande qui sert pour les flux importants ou pour la nuit. Donc, les tailles des serviettes, ce n'est pas en fonction de la taille des fesses. Ce n'est pas grosse fesse, grosse serviette, petite fesse, petite serviette. C'est en fonction du sang que vous avez. S'il y a beaucoup de sang qui coule, vous prenez des plus grandes serviettes pour être plus à l'aise. S'il n'y a pas beaucoup de sang qui coule, même si vous avez des bonnes fesses, vous pouvez mettre des petites serviettes. D'accord? Et après, c'est pareil, ces serviettes-là, quand elles ont été utilisées, donc une fois qu'elles sont utilisées, on les ramasse. On peut les refermer tranquillement à l'envers pour les transporter. Et ensuite, on va chez soi, on les lave bien, on rince surtout bien tous les résidus de savon qu'il y a dedans, parce que sinon, c'est ça qui va créer des irritations. C'est des résidus de lessive. On fait sécher au soleil, ça c'est vraiment l'idéal. Et si on est un peu gêné, on va mettre un petit voile de malicane par-dessus ou on met au fond de la cour avec des petits pagnes devant pour que personne ne le voie. Mais vraiment le soleil. Et même si vous pouvez, un petit coup de fer à repasser sur le côté velours absorbant, c'est le top. Donc ça, c'est les serviettes lavables. Ça fonctionne comme les jetables, juste vous les lavez et vous les réutilisez, ce qui donne plus d'autonomie. Parce que si on n'a plus de sous à la fin du mois pour acheter ces serviettes, ben là au moins, on sait qu'on a nos serviettes et on est OK. Maintenant, je voulais aussi vous montrer deux autres choses qui ne sont pas trop utilisées au Sénégal, mais où je veux vraiment que quand même chacune sache que ça existe. OK? Donc, il y a le tampon, qui est souvent dans un emballage individuel et qui existe sous deux formats, avec un applicateur ou sans applicateur. Donc ça, c'est le tampon hygiénique. Et ça rentre dans le vagin et ça absorbe le sang. Donc là, en fait, il y a une ficelle. Donc celui-ci, on va rentrer dans le vagin, on va pousser et on tire. Et du coup, ça laisse le petit bout en coton dans le vagin et le sang va être absorbé par ça. Et au bout de quelques heures, on tire le fil, ça sort du vagin, on jette et on en met un autre. D'accord? Donc ça, je sais qu'au Sénégal, on a très peur par rapport à la virginité. Donc souvent, on conseille pour les femmes mariées. Et le dernier truc, c'est la coupe menstruelle. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ça au Sénégal, mais aux États-Unis, en Europe, etc., c'est très, très utilisé. Donc, c'est un petit récipient en silicone médical, d'accord? Et du coup, le sang des règles va être recueilli à l'intérieur. Donc, en fait, on plie comme ça et on rentre dans le vagin. Ensuite, on lâche. Ça fait ventouse avec les parois du vagin. Le sang coule. Et quand on doit se changer, donc là, on va juste pousser un petit peu, tirer la petite tige tout doucement, on vide, on rince et on réutilise. Juste, il faut dire que la plupart des coupes menstruelles comme ça, il faut les faire bouillir dans l'eau 5 minutes à chaque nouvelle règle. Voilà. Mais ça, l'avantage de ça, c'est que c'est la même coupe qui peut servir entre 5 et 10 ans selon les marques. Et là, vous pouvez faire du sport, aller à la piscine. Si c'est bien mis, vous ne sentez rien. Mais il faut être assez à l'aise avec son corps pour le mettre. Donc voilà. Donc ça, c'est les 4 grandes catégories de serviettes hygiéniques et de protection. L'idée, c'est que chaque fille trouve ce qui lui convient le mieux, avec lequel elle est le plus à l'aise. Merci, Madame Ming. Voilà. Merci, Madame Ming, pour cette présentation des différents types de protection pour les règles. Et en fait, je veux rebondir sur ça pour vous dire que du coup, dans tous les cas, c'est important d'avoir une bonne hygiène, que ce soit les serviettes hygiéniques, que ce soit celles qui soient jetables, celles qui soient lavables ou les cups ou les tampons. Il faut une bonne hygiène, il faut avoir des mains propres, il faut avoir accès aux toilettes. Et c'est pour ça que je vais demander au docteur Jenna, au docteur Diop, je
je voudrais lui demander comment rester en santé et justement et cultiver l'hygiène malgré la précarité dans les écoles. Dr Joe, Bonjour tout le monde, bonjour Corinne. bonjour. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je prends part à ce webinaire sur les dispositifs sanitaires d'accompagnement des jeunes filles. Et je tiens à saluer l'initiative de l'association Shine to Lead, que je juge tout à fait louable. Alors, quelles que soient les inégalités sociales auxquelles font face les jeunes filles, à mon avis, l'hygiène intime doit être disponible, quel que soit ce niveau. Donc, c'est l'exemple des serviettes hygiéniques réutilisables dont a parlé Madame Ning. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas avoir de serviettes hygiéniques jetables qu'on ne peut pas avoir une bonne hygiène. Il faut juste savoir comment les utiliser, comment les rendre hygiéniques. Et je pense que l'hygiène des jeunes filles doit d'abord passer par la sensibilisation des mamans, parce qu'il faut lever quelques verrous de certains tabous de notre société, notamment sur les règles, le cycle menstruel, l'ovulation, mais aussi l'hygiène intime. Par rapport aux écoles, il faut savoir qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des toilettes qui ne sont pas mixtes, c'est-à-dire des toilettes séparées pour les filles et pour les garçons. Bon nombre de jeunes filles ne vont pas aller se changer dans ces toilettes ou n'iront tout simplement pas à l'école parce qu'elles ne seront pas à l'aise. Ce qui est catastrophique quant à leur scolarité, qui peut être catastrophique quant à leur scolarité. Et aussi, elles peuvent tout simplement se retenir d'uriner. Et ça peut entraîner des infections urinaires. Là, c'est l'urologue qui parle. Les infections urinaires peuvent être banales, mais peuvent aussi entraîner des complications. Donc, l'idéal serait de les éviter. Et c'est très facile à éviter. C'est boire suffisamment d'eau, c'est ne pas se retenir d'uriner lorsqu'on en a envie, mettre des dessous en coton, éviter les vêtements serrés et aussi ne pas se nettoyer de l'arrière vers l'avant. Amadou, est-ce que vous pouvez nous mettre l'image, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Donc, sur cette image, on voit qu'il y a, c'est la vulve de la femme, donc l'appareil génital externe. On voit qu'il y a 3 orifices, c'est important à savoir, beaucoup de jeunes filles ne le savent pas. Il y a l'orifice, ce qu'on appelle l'orifice urétral, c'est de là que vont s'écouler les urines. L'orifice vaginal, c'est de là que vont sortir les règles ou menstruations. Et enfin, l'anus. Donc, lorsqu'on se nettoie d'arrière en avant, les bactéries qui sont au niveau de cet anus vont aller au niveau de l'orifice urétral et pénétrer dans la vessie où vont s'écouler les urines. Et ça va être responsable d'infections. Donc, avoir des toilettes séparées permettrait d'éviter cela, parce qu'on irait aux toilettes plus souvent et donc on éliminerait les urines et donc cette éventuelle bactéries qui peuvent arriver. J'aimerais aussi parler des infections vaginales. Et ça, c'est lorsqu'on a une bonne hygiène, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'infection, parce qu'un excès d'hygiène peut entraîner ces infections vaginales. Lorsqu'on se lave avec du savon, lorsqu'on utilise des gels intimes, ça va détruire une couche protectrice de cette partie de notre corps. Donc, je tiens à préciser qu'il faut vraiment se laver juste avec de l'eau, qu'il faut se sécher, qu'il faut utiliser des dessous en coton. Et si on utilise des serviettes hygiéniques réutilisables, il faut bien les laver, les mettre au soleil comme Madame Ning l'a dit, ou si on ne peut pas, passer un coup de fer à repasser pour tuer les éventuelles bactéries qui y seraient. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Merci, merci beaucoup, Dr Joe. C'est bien de nous parler des infections urinaires, les infections vaginales. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques infections urinaires et vaginales rapidement auxquelles les jeunes filles sont confrontées? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau? Concernant les infections urinaires, la plus fréquente, c'est la cystite. Elle est 50 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme du fait de son anatomie. Et c'est des symptômes qui peuvent être assez gênants, même si c'est banal. C'est lorsqu'on va trop souvent aux toilettes, lorsque ça brûle quand on fait pipi, ou lorsque on a des difficultés à uriner. Et il faut penser à une cystite et il faut se faire traiter. Le traitement est court et simple. Concernant les infections vaginales, la plus fréquente, c'est les mycoses vaginales. Donc, comme je l'ai dit, c'est le plus souvent dû à un excès d'hygiène. Et dans ce cas,
Il faut éviter donc d'utiliser des gels, de se laver cette partie avec du savon. Il faut privilégier les dessous en coton, au-dessous en nylon, ne pas mettre des vêtements trop serrés, éviter d'utiliser trop d'antibiotiques et il faut aussi se déparasiter souvent parce que les mycoses sont fréquentes. 75% des femmes font ou feront au moins une fois une mycose vaginale, donc une infection vaginale, mais les signes sont assez dérangeants. C'est des brûlures, c'est des démangeaisons externes ou internes et des pertes blanches qui ressembleront à du lait caillé. Là aussi, le traitement est simple. Il peut être accessible à tout le monde, mais l'idéal serait d'éviter ces infections. Alors, merci beaucoup, Dr. Diop. Je voulais vous poser une question. Je veux dire, dans les écoles où justement il n'y a pas de toilettes, les filles ont tendance à garder leurs urines. Quel conseil on peut donner aux... Corinne, j'ai du mal à vous entendre. Je disais, par rapport aux infections urinaires, vous m'entendez? Oui. Je disais, les filles ont tendance à garder les urines. Quand elles ont envie d'aller uriner, elles sont à l'école, en classe, elles n'ont pas envie d'aller uriner pour plusieurs raisons. Parce que des fois, les toilettes, comme vous dites, elles ne sont pas accessibles, elles ne sont pas propres. Donc, est-ce que là, vous avez des idées, des solutions ou des conseils à donner aux écoles par rapport à l'hygiène dans les écoles ou dans les lycées? L'idéal serait d'avoir des toilettes séparées, d'éviter d'avoir des toilettes mixtes pour que les filles se sentent à l'aise pour aller aux toilettes quand elles en ressentent le besoin. Et d'avoir aussi des poubelles dans ces toilettes pour pouvoir jeter les serviettes hygiéniques usagées, par exemple, à l'abri de tout regard. Voilà, ce serait l'idéal, oui. Qu'il y ait des toilettes, mais ce n'est pas le cas en fait. Parce qu'il y a plein d'écoles qui n'ont pas justement, qui n'ont pas des toilettes, ou quand il y a des toilettes, les toilettes sont très sales. Et je voudrais revenir. Merci beaucoup, Dr. Diop. Madame Katifal, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Comment l'hygiène, par rapport à l'hygiène dans les écoles et les lycées, est-ce que vous avez vous avez constaté certaines choses? Est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai qu'on conseille aux directeurs d'école d'avoir des toilettes séparées, mais on sait que c'est pas évident sur le plan, côté infrastructure, c'est pas évident pour eux de construire tout ça. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Comment faire pour améliorer l'hygiène dans les écoles? Madame Katifal. Merci, Dr. Tiania. Moi, je crois que la question liée aux infrastructures, on se cache souvent derrière la justification qu'on n'en a pas les moyens. Et je pense que c'est une fausse justification. Je crois qu'au niveau des établissements scolaires, déjà, juste réfléchir sur ces thématiques, cette réflexion est généralement menée par des hommes. Et les femmes ne prennent pas, en fait, ne sont pas parties du processus de décision. Donc déjà, je pense que les hommes n'arrivent pas à se mettre à la place de ces jeunes filles et de se dire « c'est si important que ça ». Donc très vite, la thématique est laissée de côté. Donc je crois que là-dessus, il y a déjà peut-être quelque chose à changer. C'est pour ça que je dis nous sommes tous des agents de changement. Hein. Aujourd'hui, par exemple, les mentors, les marraines de Shine to Lead qui vont dans certaines écoles et qui constatent effectivement qu'il y a, je dirais, des faiblesses lorsqu'il s'agit des latrines ou des toilettes, c'est pas mauvais d'organiser ou de pousser à une discussion. Moi, j'ai déjà vu, je suis allée au Zimbabwe une fois et j'ai visité une école en milieu semi-rural. Et en fait, il y avait un groupe de jeunes filles, bon, c'est vrai, comme celle de Shine to Lead, hein, de 16, 17, 18 ans, qui menaient des réflexions sur ce qui devait changer au sein de l'école. Et en fait, elles avaient une boîte dans laquelle elles demandaient à tous les élèves de venir mettre leurs suggestions. Alors, ce qu'on a vu, c'est que très vite, il y a eu un bailleur de fonds où il y a eu des volontés de la communauté ou des financements même qui sont venus de ce district qui ont permis en fait de faire des changements. Donc, je crois que la vraie question déjà, c'est de comprendre quelles sont ces choses qui doivent changer. Je ne parle pas de la salubrité des toilettes, mais je parle déjà rien que du fait que les toilettes doivent être séparées pour l'intimité des jeunes filles. Donc, la première chose, donc, c'est vraiment que les femmes fassent partie du processus de décision lorsque ces questions-là sont discutées au sein des établissements scolaires. La deuxième chose, c'est la mobilisation, mais je crois que Shine to Lead nous montre déjà la voie. Vous avez mobilisé tellement d'efforts, de financement dans ces 2 dernières années qui ont apporté tellement de changements dans la vie des jeunes filles. Ce même type d'effort ou je dirais de dynamique se passe aussi pour l'amélioration des infrastructures.
Et ensuite, il y a les donateurs. On a des donateurs qui investissent dans le domaine de l'éducation et peut-être que parfois, les financements ne vont pas là où ils doivent aller. Donc, on a aussi une responsabilité en tant qu'agent de changement d'influer là-dessus et de s'assurer qu'effectivement, le basique existe dans le milieu scolaire. Donc maintenant, quand on ne l'a pas, eh bien, ce que je dirais à nos jeunes filles, c'est aller à l'école avec vos petits sachets dans vos petits sacs pour vous assurer que lorsque vous vous changez, vous avez un endroit où mettre vos serviettes et vous ne ratez pas l'école. Et si vous le pouvez, emmenez votre petite bouteille avec de l'eau à l'intérieur au moins pour pouvoir avoir un minimum d'hygiène pendant la journée d'école. Mais là, on remet la responsabilité sur le jeune et pas sur le système. Mais je crois que les deux doivent travailler ensemble lorsque l'un des deux ne fonctionne pas bien. Donc, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup, Madame Ketifal. Et Madame Ning, est-ce que vous avez une contribution à apporter sur comment encadrer, quel encadrement on peut leur apporter aux jeunes filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans vos ateliers, vous en discutez avec elles? Et puis, quels conseils de santé vous donnez en tant actrice sociale, justement, puisque beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles n'ont pas accès justement aux médecins, aux infirmiers. Je pense que dans les écoles publiques, toutes ne sont pas dotées d'infirmerie. Et donc, c'est très important. Je pense que les acteurs sociaux ont qui ont un rôle majeur. Et je me demandais justement, Madame Ning, comment vous faisiez, quels conseils santé vous leur donnez, quels sont les conseils santé nécessaires pour vous? Et qu'elles comprennent rapidement. Parce que, je veux dire, c'est une chose c'est important de savoir les choses, mais comment vous arrivez à leur communiquer l'information et comment elles arrivent à l'accepter et à l'appliquer. Alors, je vais vous donner quelques petites clés qu'on utilise nous, et puis après, je propose qu'on demande à Mamanta, qui est une des lauréates de Shine to Lead, de nous donner son avis sur la situation. Comme ça, on aura aussi une bénéficiaire, entre guillemets, et puis une jeune qui va nous parler de son point de vue. Donc, moi, je dis que voilà, c'est la discussion, c'est créer des groupes de parole par classe d'âge. Ce qui marche pas très bien en général, c'est de mélanger les classes d'âge, de prendre par exemple des jeunes et les mamans tous ensemble. Parce que là, en fait, ça commence à être des reproches d'un côté, de l'autre. Donc ça marche pas, les ateliers où on mixe toutes les classes d'âge ensemble. Donc, soit on fait par classe d'âge. Ce qu'on a déjà fait aussi, c'est des ateliers mère-fille. Donc, c'est la maman qui vient avec sa fille. Et là, on a des bouts de l'atelier où on parle qu'avec les filles, d'autres avec les mamans et on fait des restitutions. Ça fonctionne bien. Les jeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on le fait après en forme de quiz, bon, bah alors ça incite les gens et ça dédramatise. Et puis c'est répéter que c'est normal. Moi, vraiment, je dis à chaque fille, c'est normal d'avoir ses règles, c'est un signe de bonne santé. Dieu a fait ça, c'est grâce à vous que l'humanité se reproduit, que nous sommes tous là. Donc moi, en fait, je dis c'est magique. C'est pas forcément facile à gérer, mais en fait, c'est magique les règles. Il faut se dire que ça fait partie d'un cycle menstruel. C'est pas juste 5 jours dans le mois. En fait, on est toujours dans un cycle, les femmes, et ça, c'est hyper important de le savoir. Et donc, la base, c'est donner les infos de base. Qu'est-ce que c'est les règles? Peut-être que le docteur Diana pourra nous redire exactement ce que c'est les règles. Et en fait, après, on va savoir que nous, on est cycliques, les femmes. C'est aussi pour ça qu'on a un caractère des fois qui est changeant. Mais quand on le sait, ça peut même devenir un atout. En fait, on peut même savoir que dans certaines phases de notre cycle, on est super bonne pour faire telle chose. Dans certaines phases, on est plus sensible à ça. Dans certaines phases, on va plutôt rester et travailler à nos projets. Et du coup, en fait, la connaissance de son corps et de soi, ça peut nous donner un grand pouvoir. Donc, mon message, c'est normal, c'est même magique. Juste apprenons à l'apprivoiser et parlons entre nous. Et du coup, je voudrais que Mamanta nous dise ce qu'elle en pense. Bonjour, Mamanta. Bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu as des questions ou des contributions, si tu veux? Est-ce que tu veux nous partager une expérience que tu as eue ou des copines de classe par rapport à cette question des règles ou d'autres questions concernant la santé? Est-ce que tu as des questions, Mamanta? Oui. Parle un peu plus fort, excuse-moi, on ne t'entend pas très bien. Non. Tu t'approches du micro? Tu as le micro?
Parle plus fort, juste un peu plus fort. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde, je suis élève en classe de première au lycée de Thiaroye. J'ai la chance d'être parmi les lauréats de Chantilly et je remercie aussi Chantilly pour cette initiative. Mamanta, Oui, Mamanta, tu m'entends? Je te vois, hein, je te vois très bien. On te voit très bien. Non, non, la caméra est très bien. vous m'entendez? Oui, c'est le micro, c'est ton micro juste. Je voudrais que tu. Est-ce qu'il est bien branché le micro? Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que ça marche. Vous Peut-être m'entendez? qu'elle se rapproche de son Là, on t'entend ordinateur mieux. plutôt. Rapproche-toi de l'ordinateur. D'accord, c'est bon. Voilà, là, on t'entend mieux. Je dirais que je m'appelle Mathilde Gaël. Je suis élève en classe de première au lycée de Thiaroye. Et j'ai la chance d'être parmi les lauréats de Chantilly. Et aussi, je remercie Chantilly pour cette initiative, car ce thème est très intéressant, sensible et complexe aussi. Pour moi, je dis sur les problèmes que beaucoup de jeunes filles ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles. Car parfois, beaucoup où il y a l'établissement qui n'ont pas de place où elles peuvent changer ou bien elles ont des douleurs et par manque de moyens, elles n'ont pas des sous pour acheter des calmants. Et aussi, Elles n'ont pas des sous, excuse-moi, tu dis, elles n'ont pas d'argent pour acheter des serviettes. Des calmants Ah, des pour les calmants. douleurs. D'accord. et des calmants aussi. Je dirais que ce n'est pas un sujet tabou pour certains, car ayant reçu une éducation moderne, ce n'est pas un sujet important pour elles, mais pour celles qui sont au Sénégal, il y a beaucoup de mamans qui ne parlent pas avec leurs filles sur les règles. Et elles ne connaissent rien. Parfois, il y a des copines ou des amis qui parlent de leurs expériences et pour cela que beaucoup de jeunes filles connaissent les règles. Et je dirais que dans un monde idéal, les filles devraient parler aisément sur les règles et de même que les garçons devraient parler sur ce sujet. Et aussi, il devrait y avoir de protection hygiénique qui ne sont pas très chères. Bon, j'ai une question à poser avant de terminer. Je voulais demander pourquoi il y a des décalages d'âge. Parfois, je vois des jeunes filles qui ont vu leurs règles à 10 ans, d'autres à 16 ans, 22 ans. Pourquoi ça? C'est dû à la santé ou bien? Je n'ai pas bien entendu la question. Madame, est-ce que quelqu'un veut répondre? Madame Fall, vous avez bien entendu la question? Non, mais je pense que Jaina peut répondre à cette question. Je pense que ce qu'elle nous demande, c'est pourquoi est-ce qu'on voit des filles qui ont leurs règles à 10 ans et d'autres qui les ont très tardivement, voire à 22 ans. Pourquoi cette différence justement dans le changement biologique? Docteur Jaina. Oui, merci Mamanta pour ta question. Alors, il faut savoir que le phénomène des règles, c'est normal, c'est naturel, mais c'est propre à chaque femme. Donc, avoir ces règles signifie que notre appareil reproducteur est arrivé à maturité. Ça veut dire qu'on peut avoir une éventuelle grossesse maintenant. Et ça dépend vraiment des femmes. Ça dépend des hormones. Donc, chaque femme a un cycle qui lui est particulier, aura ses premières règles à un âge qui peut différer des autres. C'est vraiment dû à son taux d'hormones, c'est dû à tous ces phénomènes qui se passent dans son corps. Ce n'est pas, il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de règle universelle en fait en matière des règles. Mamanta,
Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as une autre question? Non. Merci beaucoup. Je comprends. Merci Mamanta pour ton témoignage. Merci beaucoup. Docteur Diop, je voulais vous dire que les jeunes filles, enfin, elles ont envoyé quelques questions et je vous posais la question, une question qui revient souvent. C'est une question comme c'est quoi la période, qu'est-ce que la période d'ovulation? Et est-ce que c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles? Les jeunes filles posent ce genre de questions. D'accord. Alors, qu'est-ce que la période d'ovulation? D'abord, qu'est-ce qu'un ovule? Parce que l'ovulation, c'est la libération d'un ovule. L'ovule, c'est la cellule féminine, on va dire. C'est ce qui est responsable c'est ce qui va permettre de donner la vie plus tard. Parce que quand l'ovule va rencontrer un spermatozoïde, ça va donner un œuf qui plus tard deviendra un enfant. Je peux dire ça comme ça. Et cette ovulation, c'est donc ce phénomène de libération de l'ovule par deux organes qu'on appelle les ovaires, qui sont de part et d'autre de notre bassin. Et cette ovulation, elle a lieu au 14e jour du cycle menstruel. Donc, allô? Oui, on Ok. t'entend. D'accord. Donc, elle a lieu au 14e jour du cycle menstruel pour un cycle de 28 jours. Sauf que les femmes n'ont pas forcément un cycle de 28 jours. Certaines auront un cycle plus court, d'autres un cycle plus long. Et ce cycle va dépendre de cette période d'ovulation. Donc, on peut la calculer qu'après avoir eu ses règles. Parce l'ovulation survient 14 jours avant les règles. Donc, c'est après avoir eu ses règles qu'on pourra calculer notre période d'ovulation. Et donc, l'ovulation, c'est la libération d'un ovule par les ovaires. Et l'ovule, c'est ce qui va donner naissance après, ce qui va permettre de donner la vie après, en fait, lorsque l'ovule va rencontrer le spermatozoïde et qui va former un œuf. J'espère que ça répond à la question. Merci docteur Diop. Et une autre question qui revient aussi, c'est pourquoi toutes les femmes n'ont pas la même durée de période, n'ont pas la même longueur. La question, c'est n'a pas la même longueur de cycle menstruel. Donc ça aussi, ça dépend de l'ovulation. Donc le cycle menstruel commence le premier jour des règles et se finit le dernier jour avant les règles suivantes. Si notre ovulation, elle a lieu un peu plus tôt, le cycle va être plus court. Et si elle a lieu plus tard, le cycle va être plus court. Et va être plus long, pardon. Il ne faut pas s'inquiéter si notre cycle menstruel ne dure pas 28 jours. Il peut durer 25 jours, il peut durer 35 à 40 jours. Il peut même varier chez la même femme. Je peux avoir un cycle menstruel de 28 jours, puis avoir un cycle menstruel plus court, puis plus long, parce que c'est sous la dépendance de plusieurs facteurs, tels que des hormones, mais aussi des facteurs émotionnels. Par exemple, je peux être stressée et avoir une ovulation qui va arriver plus tôt ou plus tard. Donc, ça dépend de vraiment plusieurs facteurs. Et il y avait aussi une question sur les douleurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a mal lorsqu'on a ces règles? En fait, lorsqu'on a ces règles, juste avant, notre corps se prépare à recevoir un œuf. Donc, il va lui créer un nid douillet. Et c'est ce nid douillet, lorsqu'il n'est pas fécondé, lorsqu'il n'y a pas d'œuf fécondé, ce nid douillet va être détruit et notre utérus va vouloir se contracter pour l'expulser. Et c'est cette expulsion qui va provoquer les règles, en fait. Et lorsqu'il se contracte, ça peut entraîner des douleurs qui sont plus ou moins intenses, dépendamment de la femme. Ok, merci beaucoup, Dr Diop, pour vos réponses. Je pense que le talk 5 d'aujourd'hui va prendre fin. Je vous remercie toutes, je remercie les panélistes, je remercie Mamanta d'avoir pris le temps de venir d'assister à ce panel. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé, que les internautes, les amis, tout le monde, tous ceux qui connaissent Shine to Lead, vous avez passé un bon moment et que vous avez eu des explications et que les contributions des uns et des autres ont été bénéfiques pour vous. Merci beaucoup, Naïe Batili, d'avoir pris... vous m'entendez? Oui, je voulais ajouter juste une petite chose. Comme il y a plein de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, oui. Je propose qu'on y réponde sur la page Facebook. Donc, si les internautes ont d'autres questions… Voilà. C'est ça. Tout à fait. Merci, Madame. Peut-être, docteur Corinne, moi, j'aimerais juste dire un mot parce que je pense que c'est très important pour les jeunes filles de Shine to Lead, donc qui nous regardent, et pour Mamanta qui aujourd'hui est en fait leur visage. Juste de dire, Mamanta, vous avez une voix.
Vous êtes des jeunes filles avec de belles têtes, très intelligentes, et vous avez une voix. Si vous voulez apporter un changement dans le cadre de votre santé, vous pouvez le faire. Et vous le faites toutes ensemble. Parce que ce qu'on fait tout seul et ce qu'on fait à plusieurs, ça a des portées très différentes. Je voudrais également dire, donc, parce que vous avez une voix, il faut que vous parliez. Parce que nous, on va parler pour vous, mais vous devez également parler pour vous-même. Et parce que vous avez une voix, vous serez entendu. Alors, je pense que c'est Jaina qui disait, ou Marina, vous êtes le futur, je crois que c'est Marina, et vous créez le futur, mais rien qu'à cause de ça, il faut que vous vous fassiez entendre. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain, et j'espère que vraiment on saura vous entendre encore et plus fort sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur vos besoins pour faire de vous véritablement des jeunes filles épanouies. Donc, juste pour dire ça, parce que je pense que c'est important pour nos jeunes. On est là pour vous soutenir, on est là pour vous accompagner. Et moi, je dis, comme je dis, vous dites que nous sommes inspirantes, c'est vous qui nous inspirez. Merci beaucoup, Madame Fall, pour votre intervention. Merci. Elles savent, les mentorées de Shine to Lead, elles savent que si elles ont des choses à demander, si elles ont des interrogations, des doutes, elles savent qu'elles peuvent compter sur les mentors aussi, sur vous, sur Naye Batili. Donc, c'est très important ce que vous avez dit. Elles ont vraiment la voix, elles doivent porter leur voix très, très haut. Et je vous remercie, vous remercie vraiment du fond du cœur pour toutes vos contributions et d'avoir pris le temps cet après-midi de partager toutes vos expériences avec nous dans ce panel. Merci beaucoup, Naye Batili, merci. Merci pour, je te dirais encore merci d'avoir été Merci aussi à toi, Corinne, pour tout le travail que tu fais à Shine to Lead. Tu fais partie de l'aventure depuis le départ. Oui. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier toutes, de remercier tous nos partenaires. Cathy Fall, je vais le dire haut et fort parce que dès le début de la pandémie, elle nous a approchés en disant « je vais contribuer ». Elle a mobilisé tous ses amis partout dans le monde et nous a apporté une contribution significative. Nous avons des partenaires d'un peu partout, donc Rokaya Solange et moi et toute l'équipe de Shine to Lead, on vous remercie parce que Shine to Lead, c'est une aventure collective. On y a pensé, mais maintenant, ça se fait avec vous toutes et tous. Encore merci. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Et merci pour cette belle facilitation. Merci à mes panélistes pairs, Dr. Jaina et Marina. En tout cas, Marina et Dr. Jaina, maintenant, vous êtes aussi des marraines de Shine to Lead. Hein. C'est fini, on ne vous abandonne plus. Avec plaisir. Et du coup, avec plaisir, bien on va partager dans le chat peut-être les réseaux sociaux de Dr. Jaina pour que les jeunes filles sachent aussi où aller trouver des informations. Et je partagerai aussi la page Facebook qu'on a créée sur les règles où aussi on partage de l'information. D'accord. Et vraiment, à tous nos internautes, on n'a peut-être pas eu le temps de répondre aux questions, mais on va le faire. On va le faire. On va y répondre. Et on va le faire. Voilà. Encore merci à tous et à toutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo, merci.